Parfois, la vie d'un seul homme peut résumer toute une époque. C'est le cas de Clotaire Ier. Son histoire, c'est une véritable saga de survie, de brutalité, d'une ambition sans aucune limite, qui a littéralement forgé le destin du royaume des Francs au VIe siècle. Alors, accrochez-vous bien parce qu'on va plonger dans un temps où même les liens du sang ne protégeaient absolument personne. Alors pour vraiment saisir la violence de cette période, il faut comprendre un concept clé, une coutume germanique, la patrimonialité. Imaginez un royaume non pas comme un État, mais comme un simple bien personnel, une propriété privée. À la mort du roi, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on le découpe, on le partage entre ses fils, comme on partagerait une ferme. Et cette tradition, c'était la recette parfaite pour le désastre. Ça a transformé des frères en rivaux mortels. Et la toute première victime de cette coutume, c'est l'œuvre de Clovis lui-même. Ce royaume immense qu'il avait passé sa vie à unifier par le fer et par le sang, eh bien à sa mort, au lieu d'être transmis à un seul héritier, il a été immédiatement fracturé, éclaté en morceaux. Ce qui nous amène tout droit au premier acte de notre histoire, la division initiale, celle qui a mis en place le décor pour des décennies de guerres fratricides. Et voici les protagonistes de notre drame, 4 frères qui deviennent 4 rois. On a Thierry, l'aîné, né d'une première union, et les 3 fils de la reine Clotilde, dont notre Clotaire. Ils n'héritent pas seulement de terre, non, ils héritent surtout d'une rivalité inévitable, une sorte de course à la mort pour le pouvoir suprême. La partie d'échecs peut commencer. Et attention, il ne faut pas s'imaginer une division à l'amiable, pas du tout. C'était le coup d'envoi d'une guerre civile qui allait durer plusieurs générations. Une lutte pour le pouvoir où chaque membre de la famille était à la fois un allié potentiel et une cible. Ce qui est assez fou, c'est cette double facette de leur relation. D'un côté, ils sont capables de s'allier pour conquérir un ennemi commun, comme les Burgondes. Mais ces alliances, elles sont fragiles comme du verre, parce qu'au fond, l'ambition personnelle reprend toujours le dessus. Chacun guette la moindre faiblesse de l'autre, prêt à lui sauter à la gorge. Et le premier domino tombe en 524. Clodomir, l'un des frères, est tué au combat. D'un coup, son royaume devient une proie. Le seul obstacle, ses 3 jeunes fils, les neveux de Clotaire. Et c'est là, à ce moment précis, que l'on va voir le vrai visage de l'ambition mérovingien. La question se pose alors de la manière la plus crue qui soit. Quelle est la limite quand le pouvoir absolu est en jeu? Est-ce qu'il y en a une? La réponse va être absolument terrifiante. Il faut vraiment imaginer la scène. Un messager se présente devant la reine Clotilde, la grand-mère des garçons, et il lui présente un choix symbolique mais brutal. Dans une main, des ciseaux, dans l'autre, une épée. Le message est clair. Soit on coupe les longs cheveux de ses petits-fils, le symbole de leur pouvoir royal, et on les enferme à vie dans un monastère, soit on les tue. La tonsure ou la mort. Et là, face à un frère qui hésite, Clotaire, lui, n'a aucun scrupule. Il attraque les enfants et les assassine de ses propres mains. 2 petits princes de 10 et 7 ans. Seul le plus jeune, Clodoald, réussit à s'enfuir. Cet acte d'une cruauté inouïe va sceller pour toujours la réputation de Clotaire, celle d'un homme qui ne reculera devant rien. On entre maintenant dans la deuxième phase de sa vie, les longues, très longues décennies pendant lesquelles Clotaire va méthodiquement travailler à consolider son pouvoir, en éliminant ou tout simplement en survivant à tous ses rivaux. L'ascension de Clotaire, ce n'est pas une conquête éclair, c'est un long, très patient travail de sape. Chaque mort dans la famille est une nouvelle opportunité pour lui. Il absorbe les territoires les uns après les autres. Il survit à ses frères, il survit à ses neveux. Par la guerre, par le meurtre et tout simplement par une longévité exceptionnelle, il rassemble pièce par pièce le puzzle de l'empire de son père. Et on arrive enfin au sommet, le point culminant de la vie de Clotaire, le moment où il touche enfin au but qu'il a poursuivi toute sa vie. Une seule date à retenir, 558. Derrière ce simple nombre, il y a 47 ans de guerre, de complot, de meurtre. C'est l'aboutissement de toute une existence dédiée à une seule et unique chose, le pouvoir total. Ça y est, il a réussi. À la mort de son dernier frère, Childebert, il est le seul maître. Il règne sur l'intégralité du royaume des Francs, qui est à ce moment-là le plus grand et le plus puissant royaume d'Occident. L'ambition d'une vie est enfin accomplie. On pourrait se dire qu'une fois au sommet, il allait s'apaiser, mais pas du tout. Le pouvoir absolu ne l'a pas calmé, bien au contraire. Son règne en solo est marqué par la même brutalité, la même paranoïa. Et la preuve la plus glaçante, ça va être la rébellion de son propre fils, Schramm. L'histoire est à peine croyable. Après avoir battu l'armée de son fils, Clotaire le capture. Il n'y aura aucune pitié, aucun pardon. Il ordonne que Schramm, son épouse, et leur fille soient tous enfermés dans une cabane. Ensuite, il les fait étrangler, avant de faire mettre le feu au bâtiment. Le message est d'une clarté terrifiante.
aucune opposition ne sera tolérée, même venant de son propre sang. Et on arrive à la conclusion de cette histoire. Le triomphe de Clotaire aura été aussi sanglant qu'éphémère. Le cycle de violence qu'il a entretenu toute sa vie est sur le point de recommencer, une fois de plus. Toute une vie de combat pour ça. 3 petites années de pouvoir absolu. En 561, alors qu'il revient d'une partie de chasse, il est frappé par une fièvre foudroyante. Le grand survivant, le conquérant, celui qui avait enterré tout le monde, arrive lui-même au bout de son chemin. Ces derniers mots, tels que rapportés par l'historien Grégoire de Tours, sont assez incroyables. On y sent presque de l'indignation, de l'incrédulité face à une puissance plus grande que la sienne. L'homme qui a décidé de la vie et de la mort de tant de personnes semble stupéfait de découvrir que, lui non plus, n'est pas éternel. Et c'est là qu'est toute l'ironie tragique de sa vie. Au moment même où il meurt, tout ce pourquoi il s'est battu, tout ce qu'il a construit dans le son, est anéanti. La fameuse coutume de la patrimonialité, celle qui lui a permis de tout prendre, se retourne contre son propre héritage. Le royaume unifié est à nouveau brisé en 4, partagé entre ses fils. Retour à la case départ. La question finale est donc inévitable. Un demi-siècle de carnage, d'ambition dévorante, pour en arriver là? Le résultat final, c'est un retour au point de départ. La roue a tourné un tour complet. La malédiction de la division mérovingienne est loin d'être terminée, et une nouvelle génération de frères ennemis est déjà prête à s'entre-déchirer pour les morceaux du royaume.